C'est un chantier titanesque qui est en train de changer le visage de l'Europe. Un projet visant à faciliter la vie de millions de citoyens, fluidifier les trafics de marchandises et même réduire les émissions carbone. Mais comment faire pour réussir un tel exploit ? Eh bien, créer un corridor reliant de manière fluide la Scandinavie à la Méditerranée, le long d'une route de plus de 5000 km. Si le projet peut sembler limpide sur le papier, il l'est beaucoup moins sur le terrain. Pour que cette vision insensée prenne forme, des travaux extraordinaires sont en cours de réalisation. Exemple sous les Alpes, avec le percement du plus grand tunnel ferroviaire du monde, ou la création du plus long tunnel immergé au monde, dans les eaux de la mer Baltique. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans cette nouvelle vidéo, nous allons faire un tour d'Europe des chantiers à plusieurs milliards d'euros qui vont redessiner durablement la carte du territoire. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Looking For. Pour bien comprendre ce tour d'horizon, il faut d'abord en comprendre le cadre. Celui-ci tient en 4 lettres. RTET, soit le réseau transeuropéen de transport. Celui-ci a été adopté en 1996 par l'Union européenne et il vise à supprimer les barrières existantes entre les réseaux de transport des États membres. En résumé, créer un espace de transport unifié en Europe. Pour ce faire, il faut mener d'immenses travaux un peu partout. Et les chiffres évoqués montrent l'ampleur du chantier. Au total, le plan prévoit la construction ou la modernisation de 15 000 km de lignes à grande vitesse, tout en connectant 94 ports maritimes, 38 aéroports majeurs et résoudre ni plus ni moins que 35 goulots d'étranglement transfrontaliers. Selon les chiffres de la Commission européenne, près de 10 millions d'emplois pourraient être créés avec ce projet, et le PIB européen pourrait même augmenter de 1,8%. L'une des ambitions du RTET est de mettre le train sur de bons rails, pour qu'il soit une alternative crédible au transport routier. Celui-ci est encore la solution privilégiée sur le continent, avec plus de 70% du transport de marchandises transitant par camion. Résultat, les routes sont saturées et les émissions de CO2 augmentent. Ainsi, l'UE veut inverser la tendance. D'ici 2050, au moins 50% du transport de marchandises devra passer par le rail, ou les voies navigables. Une volonté qui a aussi une dominante écologique. Alimenté par l'électricité la plupart du temps, le train émet beaucoup moins de CO2 que les camions et les avions, qui brûlent tous les deux des combustibles fossiles. Le projet du RTET n'est pas nouveau. Depuis 2013, 9 grands couloirs ont été identifiés comme étant vitaux pour relier les principales régions d'Europe. Des routes allant de Dublin à Marseille ou d'Hambourg à Constanța. Une sorte de réseau névralgique de l'Europe. Pour mener à bien cette mission, l'UE met d'ailleurs la main au portefeuille, avec le mécanisme d'interconnexion en Europe, dédié au secteur du numérique, de l'énergie et du transport. Celui-ci fait partie du budget européen. Et pour la période 2021-2027, le volet transport du programme dispose d'une enveloppe de près de 26 milliards d'euros. Cela peut sembler être un immense budget, mais il semble au contraire réaliste face aux travaux dantesques à réaliser. Pour bien s'en rendre compte, il faut suivre par exemple le corridor Scandinavie-Méditerranée. Celui-ci doit relier avec de nombreuses ramifications Narvik en Norvège, même si le pays n'appartient pas à l'Union européenne, à La Valette, capitale de Malte, en passant par Copenhague, Innsbruck, Rome ou encore Palerme. Un corridor traversant le continent qui mobilise hommes et machines, notamment en 2 points, au cœur des Alpes et sous la mer Baltique. Les deux sont des œuvres titanesques. Le premier, en partant du nord, doit devenir ni plus ni moins que le plus long tunnel ferroviaire et routier immergé au monde, à son ouverture en 2029. Reliant le Danemark et l'Allemagne, le tunnel du Femern doit permettre un gigantesque gain de temps et faciliter la logistique. Aujourd'hui, pour rejoindre le port danois de Rødby depuis Puttgarden, situé sur la presqu'île du Femern en Allemagne, 2 solutions. D'un côté, le ferry, 45 minutes de traversée avec des horaires contraignants et une capacité limitée. Et de l'autre, la route par les terres avec un détour de près de 500 km. Or, cette route, située entre Copenhague et Hambourg, est extrêmement fréquentée. En plein été, les files d'attente peuvent s'étirer considérablement, avec près de 3 millions de passagers entre juin et août 2025, et des pics pouvant atteindre 150 000 passagers sur 3 jours, selon la société gérant le ferry. Tout ceci sans parler du côté fret. Ainsi, il n'est pas rare de voir des gens prendre l'avion entre Copenhague et Hambourg pour gagner du temps. Pour pallier un système au bord de la saturation, l'Allemagne et le Danemark ont conclu la construction de ce tunnel en 2008, après de longues discussions. À son ouverture, le Danemark ne sera plus qu'à 10 minutes en voiture de l'Allemagne, et à 7 minutes en train seulement. Avec ce tunnel, le train deviendra une alternative intéressante à l'avion,
et créera aussi une liaison routière et ferroviaire plus rapide pour le fret entre la Scandinavie et l'Europe centrale. Contrairement au tunnel sous la Manche, par exemple, le tunnel du Fehmarn n'est pas creusé, mais bien immergé. Il repose donc sous le fond marin à 40 mètres de profondeur. Les 89 caissons étanches, de 200 mètres de long, seront remorqués, immergés dans une tranchée, pour être assemblés et posés à 40 mètres sous la mer. En matière de conception, ce tunnel immergé est un ouvrage délicat à concevoir, car il faut répondre à certaines contraintes. Par exemple, les sections du tunnel doivent être suffisamment légères pour flotter lors de leur remorquage, jusqu'à la zone d'immersion, et suffisamment lourdes pour rester au fond de l'eau après avoir été coulées. Ils reposeront ensuite sur un lit de gravier qui servira de fondation. Ces derniers seront installés via un robot piloté à distance. Pour faire le lit le plus parfait possible, une tranchée de près de 18 km a été creusée au fond de la mer Baltique. Environ 15 millions de mètres cubes de sédiments ont été excavés. À terre, les équipes construisent d'abord les 89 sections géantes du tunnel, dans une usine située sur les rives danoises. Chaque section standard mesure 217 mètres de long, 42 mètres de large et 9 mètres de haut. Elles pèsent chacune plus de 73 000 tonnes, soit 10 fois la masse de la structure métallique de la Tour Eiffel. Des mastodontes de béton armé. L'usine qui fabrique ces sections est tout aussi impressionnante. Le site de construction s'étend sur plus de 500 hectares. À l'intérieur, 6 lignes de production robotisées fabriquent les caissons étanches du tunnel. Des robots soudent en musique 1500 tonnes d'acier par semaine. Au final, l'usine utilisera 360 000 tonnes d'acier et 3,2 millions de mètres cubes de béton. En février 2025, 9 des 89 caissons étanches étaient terminés. 7 caissons standards et 2 spéciaux. Cela représente environ 10% du tunnel. Le premier élément a été coulé en mai 2024 et inauguré le 17 juin 2024 par le roi du Danemark Frédéric X. Une cérémonie qui a marqué le début de la phase d'immersion de ce chantier, évalué à presque 7 milliards d'euros. La facture est en grande partie prise en charge par le Danemark. Un chantier colossal qui mobilise plus de 3500 ouvriers venus de 40 pays différents. Autant dire un véritable défi pour gérer et organiser le projet. Une problématique qui parlera sûrement aux architectes et aux ingénieurs qui regardent cette vidéo. Et si vous êtes du métier, vous savez que l'utilisation d'une solution logicielle dédiée à la construction est essentielle dans ce genre de projet. C'est pourquoi je tiens vraiment à vous présenter Bluebeam, le partenaire de la chaîne. Si vous ne connaissez pas encore la solution leader du marché, utilisée chaque jour par 3 millions de personnes, alors sachez qu'elle a été employée sur de nombreux méga-projets dans le monde, comme le Centre Pompidou, la Tour Triangle, le Shard à Londres et même Neom. On comprend ce succès quand on voit qu'il permet de réduire de 50% le temps de conception des projets. Et ce n'est qu'un exemple de ses avantages. Bluebeam propose des flux de travail complètement dématérialisés et permet aux équipes de fournir des quantités précises et des dossiers d'appel d'offres clairs, tout en collaborant en temps réel sur l'annotation de PDF, la révision ou l'édition de plans. Tout est stocké dans le cloud et on peut identifier rapidement les changements entre les versions. En supprimant les sources d'erreurs et en accélérant les projets, Bluebeam est une vraie solution pour ceux qui souhaitent réduire les coûts, limiter les risques et gagner en productivité. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à cliquer sur mon lien en description pour avoir accès à une démo gratuite avec un expert de chez Bluebeam. Maintenant, retour à la mer Baltique. Coulés et connectés par des joints étanches, les caissons formeront finalement une tranchée complète qui sera recouverte de sédiments et de roches, pour protéger le tunnel des courants marins et des ancres de navires. En tout, le tunnel sera composé de 4 tubes séparés, avec 2 voies uniques de chemin de fer et 2 fois 2 voies de chaussée. Mais ce projet n'est pas sans conséquences et soulève aussi des problématiques environnementales. La mer Baltique abrite des espèces protégées comme les marsouins communs, espèces en voie d'extinction dans ses eaux. Pour ne pas perturber les animaux, des systèmes de surveillance acoustique ont été installés pour arrêter le chantier lorsque les marsouins s'approchent. Et ce n'est pas tout, des dispositifs de dissuasion sonore sont aussi utilisés pour les éloigner. Des récifs artificiels sont aussi prévus pour accueillir la faune sauvage, qui perdra sur le chemin du tunnel une partie de son habitat. Autre particularité du chantier, celui-ci est particulièrement miné, au sens premier du terme. En effet, la mer Baltique est truffée d'obus et de mines qui n'ont pas explosé, datant de la Deuxième Guerre mondiale. Environ 1,6 million de tonnes de munitions anciennes se trouvent encore au fond de la mer du Nord et de la mer Baltique allemande. Avant de creuser la tranchée pour le tunnel, des démineurs ont dû inspecter chaque mètre carré du fond marin. Des munitions non explosées, incluant des grenades de profondeur de type D et pesant 125 kg, ont été découvertes dans les parties danoises et allemandes du détroit de Fehmarn Belt et ont depuis été récupérées et rendues inoffensives. Un travail dangereux et méticuleux. Explosif, le second chantier de cette route hors norme l'est aussi. Il s'agit du tunnel de base du col du Brenner. Un point de passage stratégique entre l'Autriche et l'Italie, qui représente l'un des rares points de franchissement des Alpes.
Le col du Brenner, perché à 1370 mètres d'altitude, est aujourd'hui le passage le plus bas et le plus fréquenté entre le nord et le sud de la crête principale des Alpes. Chaque jour, plus de 2200 camions franchissent le col. Ce flux constant génère du bruit, de la pollution et des embouteillages qui étouffent les vallées alpines. Les habitants de la vallée de l'Isarco en Italie et du Tyrol autrichien subissent cette pression depuis des décennies. Face à ce constat, l'Autriche et l'Italie ont imaginé une solution radicale. Passer sous la montagne plutôt que par-dessus. Le tunnel de base du Brenner, une fois achevé, deviendra le plus long tunnel ferroviaire du monde avec ses 64 km. Il dépassera même le tunnel de base du Saint-Gothard en Suisse qui mesure 57 km et qui détient actuellement le record. À ce propos, si les secrets d'ingénierie de cette véritable prouesse vous intéressent, je vous mets en description la vidéo que j'avais faite à ce sujet. Vous allez voir, c'est très intéressant. Le tunnel du Brenner reliera Fortezza en Italie à Innsbruck en Autriche par une ligne ferroviaire creusée sous les Alpes jusqu'à 1720 mètres sous la montagne. Les trains de voyageurs pourront y circuler à 250 km/h et les trains de fret à 120 km/h. Un contraste saisissant avec l'ancienne ligne historique âgée de plus de 150 ans et qui serpente dans les montagnes avec des pentes raides que les trains de marchandises peinent à gravir. Un tunnel qui n'est pas nouveau puisque les travaux ont débuté dès 2011. Mais il entre maintenant dans une phase décisive. Pour preuve, en septembre 2025, les équipes ont réalisé la percée finale du tunnel exploratoire, reliant ainsi pour la première fois les sections italiennes et autrichiennes. Les travaux sont répartis en 4 lots, dont 2 sont déjà terminés. La mise en service est prévue pour 2032. Elle était initialement prévue pour 2025. Rien d'alarmant ici, les retards sont courants sur ce type de méga-projet. Le trajet entre Fortezza et Innsbruck passera ainsi de 80 à 25 minutes seulement. Un gain de temps significatif qui sera possible grâce aux efforts des milliers d'ouvriers qui travaillent chaque jour dans des conditions extrêmes. Creuser à plus de 1000 mètres sous les Alpes est un défi herculéen. Pour avancer, des tunneliers de plus de 100 mètres de long et pesant près de 2700 tonnes sont utilisés. Ces machines géantes avancent de quelques mètres par jour seulement, en dévorant la roche avec leurs dents d'acier. Selon les jours, ils avalent entre 10 et 27 mètres de roche sous les Alpes. S'ils avancent bien, la tâche se complique grandement sous certaines sections de la montagne qui se trouvent sous des rivières. À ces endroits, la roche est gorgée d'eau, et creuser au tunnelier ferait risquer l'effondrement. Il faut alors congeler le sol. Le principe, injecter de l'azote liquide dans la roche pour la geler. L'azote liquide et sa température de moins 196 degrés permet de congeler cette roche efficacement à une température de moins 35 degrés. Une fois gelé, l'environnement est sécurisé et les tunneliers peuvent continuer leur grande percée sans risquer l'effondrement. Cette méthode de congélation du sol a déjà été utilisée sur d'autres grands projets, mais jamais à cette échelle. Les ouvriers travaillent ainsi dans des conditions extrêmes, emmitouflés dans des combinaisons thermiques. Un univers particulier fait de glace et de roches en plein cœur des Alpes. Le système de ventilation représente aussi un véritable casse-tête technique. Sur 64 km, les trains circulent à grande vitesse. Ils génèrent ainsi de la chaleur et de la pression. Des tunnels de ventilation sont alors installés en parallèle du tunnel principal pour permettre ainsi de renouveler l'air et d'évacuer cette chaleur. En cas d'incendie, ces tunnels servent aussi d'issue de secours. Une double fonction essentielle. Tous les 333 mètres, une connexion d'urgence relie les 2 tubes principaux du tunnel. Enfin, pour évacuer les millions de tonnes de roches excavées, le chantier utilise un système géant de convoyeurs qui évolue sur 66 km. Ces convoyeurs transportent 5000 tonnes de roches par heure. C'est colossal. Sans eux, il faudrait 190 camions par heure sur les routes alpines. Une montagne pour accoucher d'une souris ? Pas vraiment, car selon les estimations, le train sera un précieux moteur économique pour cette partie de l'Europe. Ainsi, il est prévu que le nombre de trains doit doubler, et surtout rouler beaucoup plus vite d'un point à un autre. Deuxième changement, le Brenner devrait permettre de transférer une partie importante du fret routier vers le rail. Actuellement, ce sont 2,5 millions de camions qui franchissent le col chaque année. L'objectif est d'inverser le ratio actuel de 70% route et 30% rail pour atteindre 30% sur route et 70% par le rail. Reste l'impact écologique. Si l'utilisation du train par rapport à la voiture ou l'avion n'est pas remise en cause, la construction d'un tel tunnel peut questionner. Elle devrait générer environ 3 millions de tonnes de CO2. Mais selon une étude publiée en 2024 par Eurac Research, le tunnel pourrait amortir ses émissions en 5 à 18 ans, selon le volume du transfert modal de la route vers le rail. Dernière information, le coût d'un tel projet. Évalué au départ à plus de 6 milliards d'euros, il oscille aujourd'hui entre 8 et 10 milliards d'euros.
Un coût pris en charge à moitié par l'Union européenne, les autres 50% venant des fonds de l'Italie et de l'Autriche. Et c'est ici, sous les Alpes, que nous terminons cette grande percée. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Merci encore à Bluebeam pour avoir contribué à produire cette vidéo et pour rappel, en passant par mon lien en description, vous aurez accès à une démo gratuite avec un expert. Et si vous êtes curieux d'en savoir plus sur la construction du plus long tunnel du monde en Suisse, alors je vous mets ma vidéo sur le tunnel du Saint-Gothard juste ici. En attendant, je vous dis à très vite sur Looking For.